Alors, comme je le disais, là, on va passer à un exemple concret de mise en œuvre de la séquence avec une présentation sur la carrière d'exploitation de Cambayo qui va être faite par plusieurs voix. Donc, je vais appeler sur scène Amandine Gwen, qui est responsable foncier environnement chez Lafarge Granulat. Vincent Reynaud, qui est le responsable performance foncière environnement chez Lafarge Granulat. Et la personne qui les a accompagnés, je vous laisse vous installer. Hein, vous pouvez, et Marie-Caroline Chrétien, qui est du bureau d'études Ecomed. Donc vous avez les micros à votre disposition. Je vais vous donner le... Il est sur... Voilà, super. Vous pouvez avancer vos diapos en toute autonomie, comme ça je ne vous précipite pas le diaporama. Vous avez votre retour diaporama devant. Je vous laisse présenter ça. C'est bon, on m'entend ? On vous entend, c'est parfait. Bonjour, Amandine Le Guen, responsable foncier pour l'agence Rhône-Méditerranée au sein du groupe Lafarge Granulat. Le groupe Lafarge Granulat en France, c'est 470 sites industriels. Je vais vite passer sur tous ces chiffres. Nous, on est l'agence Rhône-Méditerranée, c'est 19 sites, dont 10 carrières qui vont en partant au nord, c'est Montélimar jusqu'à Perpignan. Aujourd'hui, on va vous parler de la carrière de Cambayo qui est située dans le département de l'Hérault, au nord-ouest de Montpellier. C'est une petite carrière de production de granulats calcaires. On est situé en zone de garrigue et assez loin du centre du village, donc voilà. En quelques chiffres, la carrière, c'est une carrière qui a été autorisée en décembre 2017 pour une durée de 30 ans. Nous avons eu un arrêté préfectoral de dérogation espèces protégées en janvier 2019, un site qui est de taille normale de 25 hectares environ. Aujourd'hui, on a une production qui est limitée à 100 000 tonnes par an et qui pourra augmenter plus tard jusqu'à 500 000 tonnes. On est limité aujourd'hui parce qu'il y a un ouvrage routier qui est en cours de construction. Ça s'appelle le Lien. Donc, il a fait l'objet de nombreux recours ces dernières années. Donc, voilà, on est limité jusqu'à l'ouverture de ce tronçon. Donc, on fait une exploitation par campagne de quelques semaines et on a nos stocks pour l'année. Nos produits fabriqués, c'est des produits classiques, sable, gravier et bloc, pour plusieurs marchés, travaux publics, paysagistes, béton, chantiers exceptionnels comme le Lien. Voilà pour vous présenter rapidement la carrière. Du coup, Ecomed a travaillé donc de concert avec Lafarge sur la séquence ERC. Je tiens à préciser quand même que c'est le cabinet Barbanson Environnement qui a réalisé l'étude d'impact et qui a défini les mesures. C'est Ecomed qui est arrivé ensuite sur la mise en place. Donc le projet d'exploitation, donc sur l'image à gauche, donc on voit, en fait c'est un projet d'extension. Donc sur la partie ouest, sur environ 6 hectares. Avec 3 phases, avec des phases qui s'échelonnent comme ça sur 5 ans, du nord au sud. Ensuite, au sud, il y a création de pistes. Et ça se voit pas forcément sur ce schéma, j'y reviendrai, mais il y avait une zone de stockage au sud. Voilà. Et à ce projet s'ajoutent des obligations légales. Un petit pointeur si vous avez montrer des choses là-haut. Non, oui, là-haut. Bon, je vais me mettre debout, alors ce sera plus pratique. C'est non ça, vous allez être obligé de vous lever. Voilà. Ça va. Donc voilà le projet. Et du coup, à ce projet, s'ajoutent des obligations légales de débroussaillement, évidemment par rapport à la problématique incendie, donc sur 50 mètres, surtout le pourtour. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on le verra après, c'est qu'ici, il y a aussi une zone de stockage au sud. Du coup, l'étude d'impact a été finalisée en 2017-2018. Aujourd'hui, donc, on est à T+4. Et en fait, Amandine, tu peux peut-être plus le dire, mais il y a du retard. Oui, on est en retard sur notre extraction du fait de ce blocage
d'infrastructures routières qui nous permet pas de commercialiser comme on veut. Donc on a pris du retard. On a des échanges réguliers avec notre inspecteur DREAL qui est tout à fait au courant de ça. Donc certaines mesures aujourd'hui, certaines zones de la carrière n'ont pas été exploitées. Et donc vous voyez ce petit ovale jaune au sud, c'est notre Versa stérile. Et aujourd'hui, la zone n'a toujours pas été mise en place. On a toujours mis... Elle est restée naturelle, on n'a pas encore mis de stérile. Donc cette zone, on la conserve. Aujourd'hui, elle est à l'état 0, donc on a laissé la zone naturelle. Et la phase d'extraction Et la phase d'extraction, pareil, sur l'extension, n'a pas attaqué au nord. Donc bon, voilà, aujourd'hui, on est resté vraiment sur nos zones ouvertes et en exploitation. Donc finalement, je vais vous dérouler la séquence ERC, donc notamment avec la compensation. Pour une fois, la compensation est très en avance sur le projet. Voilà, elle a été mise en place depuis à peu près 4 ans. Donc en termes d'enjeux biodiversité sur cette carrière, en fait, on s'inscrit dans le massif du Pic Saint-Loup, donc ce qu'on appelle les garrigues du Montpelliérais. Donc on se situe dans les habitats de la série de la Chênaie verte, avec des stades plus ou moins avancés entre garrigues et chênaies. Autour de la carrière ici, c'est plutôt de la chênaie assez dense, donc chênaie verte. Et aux abords de la carrière ici, on a plus des zones de garrigues un peu plus ouvertes, et aussi certaines pelouses qui s'imbriquent. Et au centre de la carrière, bien sûr, des habitats qui vont être intéressants aussi, des habitats rupestres pour les espèces qui s'y sont adaptées depuis l'ouverture de cette carrière. Donc les enjeux, donc il y a 3 cortèges globalement. On a des enjeux sur les espèces des milieux ouverts. Donc, flore, on a la gagée de Granatelli au nord de la carrière, mais bon, voilà, pas forcément impacté. Tout ce qui est insectes, on a le teclat de l'arbousier, parce qu'en fait, c'est une chênaie verte avec quand même beaucoup d'arbousiers. C'est important. On a l'azygène cendré, la magicienne dentée et la proserpine, pour les espèces protégées, notamment. Les reptiles, on a le psamodrome d'Algir et le cèpe strié, là, en photo en bas à droite. Et pour les oiseaux, plutôt les fauvettes, on va dire, méditerranéennes, et l'engoulevent, par exemple, ou le busard cendré. Donc ça, c'était pour les milieux plutôt ouverts à semi-ouverts. Ensuite, on a les enjeux plus sur la chênaie plus fermée. Donc là, c'est des espèces comme le grand capricorne ou le lucan cerf-volant. Et une espèce de flore à enjeu non protégée, la vesse de l'oiseleur. Et comme vous avez vu que j'ai oublié de les citer, j'ai mis aussi une photo du petit duc. Ensuite, dans la carrière, on a aussi des enjeux qui sont, qui se sont finalement installés suite à la création de cette carrière. Au sein de la carrière, on a le lézard osselé. Sur les milieux rupestres, on a le monticole bleu, le grand-duc d'Europe. Et au niveau du front de carrière qui est à l'ouest, il y a eu beaucoup de contacts avec le vespère de Savy ou le molosse de Sestonie. Donc on soupçonne, mais ça n'a pas été avéré, mais que ces espèces seraient présentes au moins de temps en temps dans ces falaises. Donc évidemment, il y a eu l'étude des impacts qui a été menée, mais je ne vais pas m'attarder dessus, sinon ça prendrait un peu trop de temps. Globalement, les impacts, c'est l'extension sur les milieux plutôt ouverts. Et des impacts au niveau de la carrière, vu qu'il y a tout le temps des zones de stériles qui peuvent bouger au fur et à mesure de l'exploitation. Une des mesures d'évitement qui a été indiquée dans le dossier, c'était justement sur cette zone de stockage. En fait, elle était assez étendue. Je crois qu'il y avait des enjeux notamment gagés ici. Enfin voilà, il y avait tout un secteur d'enjeux de milieu ouvert. Donc ça a été avec Lafarge un peu revu pour réduire cette zone de dépôt et de la mettre plus sur la zone de carrière. Donc là, ça concernait 9 espèces parmi les espèces que j'ai déjà citées. Donc tout ça, c'est le dossier de dérogation. En fait, on a aussi eu tout un tas de mesures de réduction
qui sont proposées par rapport à cette exploitation et cette extension. Comme je le disais tout à l'heure, un des enjeux, en fait, il est au centre de la carrière. C'est un enjeu qui est existant. C'est le lézard ocellé qui, comme je le disais, s'est adapté à la carrière. Il vit là. Donc, un des objectifs, ça a été de phaser les travaux pour essayer de prendre en compte cette espèce. Donc, si par exemple, là, en fait, on voit les différents habitats qui seront préservés ou pas au fur et à mesure de l'exploitation. Par exemple, cet habitat qui a été jugé très favorable, il n'est pas touché pour le moment, il sera touché dans 25 ans. Celui-là, c'est des habitats à lézards ocellés qui sont maintenus, ils ne seront pas touchés. Et au fur et à mesure de l'exploitation, si par exemple il y a un tas qui doit être bougé, il y a un accompagnement qui a été fait. Enfin là, ça s'est fait il y a quelques années, mais on a un écologue qui va assister au déplacement. Le déplacement ne doit pas se faire à n'importe quel moment. Là, c'est notamment quand l'espèce est active, donc par exemple l'été ou fin d'été. Déplacement des blocs avec attention, accompagnement de l'écologue sur place. Et pour la suite de l'exploitation, il y a aussi des sites qu'on aménagera avec des nouveaux gîtes concrets pour compenser la perte des futurs gîtes qui sont actuellement actifs. Donc, sur les espèces rupestres aussi, le phasage que j'ai montré au début, l'idée c'est de ne pas impacter un pan de falaise d'un coup, de venir directement impacter les espèces, mais d'impacter que sur une partie. Et en fait, au fur et à mesure de l'exploitation, les espèces aussi se réadaptent. On sait qu'il y a certaines espèces qui sont adaptées à ce type d'exploitation et qui vont pouvoir réutiliser ces milieux. Il y a aussi donc typiquement le calendrier d'intervention des travaux. Donc l'action de défrichement, débroussaillage ne doit pas se faire à n'importe quel moment. Donc on va préconiser l'automne. Et ensuite, pareil pour le démarrage des extractions sur les falaises, ça va pas être à certaines périodes. Donc voilà pour les mesures de réduction. Après, il y a les mesures de réduction au sein des OLD, mais en fait, je vais en reparler parce que les OLD ont été intégrés aux mesures de compensation. Donc, par rapport aux pertes qui ont été identifiées, donc les impacts résiduels du projet, c'était 6 hectares de milieux ouverts à semi-ouverts, donc toujours ici, impactés. Donc impact sur les espèces liées. Et on a aussi un impact sur une petite partie de chênaies vertes. Donc il y a eu une méthode de compensation avec des ratios calculés à l'époque. Et des discussions ont eu lieu entre les services de l'État, etc. Et ce qui a été décidé, c'est de trouver des parcelles de compensation pour ouvrir des milieux. Donc en fait, des parcelles ont été trouvées aux abords de la carrière. Vraiment, voilà, c'est sur ces espaces-là. En fait, il y avait un besoin calculé de 15 hectares de milieux à réouvrir, voilà, pour retrouver ces espèces de milieux ouverts. Et en fait, ce qui a été décidé, c'est de faire cette compensation sur ces terrains, mais que les mesures OLD, comme c'est leur ouverture de milieu, cette OLD était intégrée dans les 15 hectares de compensation. Donc aujourd'hui, la compensation se mène sur ces 15 hectares à la fois dans les garrigues proches et sur les OLD. Donc les moyens, c'est l'ouverture, l'entretien de ces milieux de garrigues proches et les OLD. Et j'ai oublié un point, c'est qu'il fallait aussi compenser la perte de chênaies vertes. Et là, la mesure se situe plutôt sur cette petite parcelle ici de mesure équivalente, 1,5 hectare, où on a appliqué plutôt du dépressage. Enfin, voilà, ça fait déjà quelques années qu'on l'a mis en place. Donc là, si vous voyez sur la diapositive, en fait, le principe, c'est de pas forcément faire des ouvertures sur tous les milieux d'un coup. Il y a des rotations. Voilà, on avait commencé par les OLD sur cette partie en 2018, en 2019. Après, les compensations qui ont eu lieu ici. Après ça, c'est une autre phase. Et bon, le dépressage s'est fait en parallèle. Donc voilà, donc il y a une rotation des mesures de compensation qui s'inscrivent sur 30 ans. Voilà. Donc sur la diapo d'après, pour rentrer dans le sujet concret, voilà, on voit un peu les ouvertures qui ont été menées. Si vous allez sur Géoportail,
on voit les ouvertures sur les OLD, ça se voit en vue aérienne. Et ici, les patchs des rouvertures sur les parcelles de garrigues. Alors, ce qui est illustré en haut, c'est la première année, enfin vraiment, quand les OLD ont été ouverts en 2019. Voilà, donc là, donc les engins utilisés, c'était pelle araignée. Voilà, parce qu'en fait, je l'ai peut-être pas très dit, mais c'est quand même, il y a vraiment des secteurs qui sont difficiles d'accès, qui sont très pentus. Donc là, on était sur une chaînaie ou matorale quand même fermée. Donc on pouvait pas utiliser du petit engin ou du manuel. Enfin là, fallait vraiment y aller avec un engin. Et en fait, c'est la pelle araignée qui est utilisée. Et c'est vrai que pour un retour comme ça, c'est intéressant. C'est vrai que la première année, du coup, on a cette vision un peu de terrain très défriché avec des patchs qui ont été gardés. Donc là, ça se voit aussi un peu comme ça d'extérieur. Et ça, c'est le retour un peu du milieu, notamment avec les arbousiers, les ligneux qui reprennent sur l'année d'après. Il y a d'autres photos après sur les ouvertures, du coup, un an après ouverture, où on voit que le chêne kermès il revient assez vite, et sur les OLD, 2 ans après, c'était quand même encore, mais la dynamique a été assez forte, très forte même. Concrètement, comment ça se passe entre le bureau d'études et le maître d'ouvrage? Du coup, le maître d'ouvrage est accompagné par Ecomed. Ecomed accompagne sur le terrain, et en fait, c'est une entreprise spécialisée, bien entendu, qui s'occupe des ouvertures. Nous, on intervient en amont. On fait une visite de site pour expliquer les besoins. On refait une visite au moment des ouvertures et on fait une revisite après. Et voilà, ça fait à peu près 4 ans qu'on y va régulièrement. Et du coup, nous, on donne des conseils. Évidemment, c'est des ouvertures qui sont faites qu'entre octobre et mi-novembre maximum, pour réduire l'impact sur les espèces qui vivent dans ces milieux. On a un débroussaillage alvéolaire, donc autant sur les OLD, ça va être quand même bien défriché parce qu'il y a la problématique incendie, autant sur les parcelles qui sont plus de compensation, on a moins ouvert, on a utilisé un engin, un broyeur avec quand même une ouverture de 2 mètres au départ, mais il y a aussi les secteurs plus petits où il y avait un petit robot dont je me souviens plus le nom, un téléguidé. Je vous fais un petit bactérie qu'on puisse avoir un temps d'échange avec. D'accord, j'essaie de tout dire, mais... Je vois. En parallèle de cette compensation et de ces ouvertures, on a mis en place des suivis des espèces ciblées par la compensation, avec des suivis, on va dire, placettes. Donc là, par exemple, pour les habitats, on avait 10 placettes dans les secteurs gérés et 10 placettes dans les secteurs non gérés, donc pour avoir des placettes témoins. Pour les insectes, c'était 7 et 7. Donc, vous voyez, là, donc ici, les zones témoins, ici, les zones gérées. Pour les reptiles, c'est des quadras ou des plaques à reptiles. Et les oiseaux, ce sont des points d'écoute. Donc ça a été mis en place avant la compensation. Donc, suivi ETA 0 2019. Et ensuite, c'est refait pour les insectes et les habitats et les reptiles. Ça a été fait tous les ans. Les oiseaux, c'est un peu plus espacé. Donc là, on est à T+4. Donc, normalement, c'est cette année qu'on doit vraiment se poser la question de ce qui est fait, les ouvertures. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que les espèces reviennent? Et est-ce que c'est... On va faire un bilan quinquennal, comme sur le rythme de notre extraction. On a T+4, mais on fera un bilan à T5, je pense. Et on adaptera en fonction des conseils d'Ecomed ce suivi, s'il y a des choses à faire, à continuer, à modifier. Et je pense que T5, c'est le premier, le bon timing pour nous de voir ce qui marche et ce qu'il faut adapter. Le propriétaire aussi, pour faire aussi l'historique, c'est qu'on a fait une maîtrise foncière chez un propriétaire privé. Aujourd'hui, c'est important que ce propriétaire nous accompagne aussi dans cette mesure parce que voilà, on est là pour 30 ans et donc on travaille aussi de concert avec lui. Voilà. Et pour la dernière diapositive,
Voilà, on voit sur la photo à droite les secteurs en OLD, donc l'année dernière. Donc on voit des milieux qui ont été réouverts avec toujours une dynamique du chêne kermès, mais on voit des espèces herbacées comme la filante ou le brachypode qui sont là, voilà, qui sont présents. C'est un peu compliqué d'avoir vraiment un recul en 4 ans, mais quand même, là où on voit le plus les effets, je dirais, c'est sur les insectes ou finalement sur les secteurs débroussaillés. On a les aristoloches se maintiennent avec donc il y avait on avait aussi vu la diane et la proserpine. Donc c'est plutôt positif sur cet aspect, parce que c'est vrai qu'au début c'est pas évident, on voit vraiment des milieux défrichés, et puis il y avait cette problématique aussi du broyat qui était laissé en place. Finalement, le broyat, au fur et à mesure des années, on en a moins et il s'est quand même décomposé, mais voilà, c'est une question qu'on se pose. Enfin, on se pose pas mal de questions d'ailleurs. Et après, pour les reptiles, on a le lézard ocellé qui est bien présent aux abords de la garrigue dans les zones débroussaillées. Mais est-ce qu'il est là parce que ça a été débroussaillé ou parce qu'on le voit mieux? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on se pose et le bilan est à tirer de ces années de compensation. Merci. Je vais vous reprendre le micro-main pour le faire circuler dans la salle et prendre les questions. Hop. Alors, on a 2 questions au centre. On va prendre 2 questions, comme ça les personnes répondent, et puis on pourra reprendre après 2 autres. On est pas mal. Je vous redemandais de vous représenter. Oui, Guy Maillet, la LP Occitanie, le territoire des Hautes-Pyrénées. Vous excuserez ma méconnaissance des milieux méditerranéens venant de la haute montagne pyrénéenne, mais j'ai 2 questions là, qui me viennent à l'esprit tout de suite. Là, vous mettez dans les terrains de mesure de compensation les terrains OLD. Or, c'est pour le feu, c'est pour la lutte pour le feu, je suppose, des broussaillements. Alors, on a vu sur vos photos, quand même, 1 an après, sur les autres terrains, une reprise de la nature. Donc, comment les espèces qui vont s'installer sur les terrains OLD, s'ils sont dérangés par les pompiers, qu'est-ce qui se passe? Donc, ma question, est-ce que les terrains OLD doivent rentrer dans les mesures de compensation? C'est une question, c'est une question. Deuxième question, vous avez parlé donc de dérogation d'espèces protégées que vous avez obtenues. Quelles étaient les espèces protégées? Et si sur les mesures de compensation, vous avez eu un retour de ces espèces protégées? On prend une deuxième question et je vous laisse répondre? Ou vous voulez... allez-y, répondez. Vous êtes lancé, je vous sens lancé. En fait, les espèces qui avaient été intégrées dans la dérogation, il y en avait un certain nombre, mais les espèces phares, c'était les espèces des milieux ouverts, comme la proserpine, le lézard ocellé, ou le ceps, ou non, pas le tecla, il n'est pas protégé. Et justement, la question en fin de présentation que je disais, c'était que sur ces zones débroussaillées, c'est bien la question qu'on se pose et c'est bien l'objectif, c'est de se dire, ces espèces qui ont été ciblées par la compensation, est-ce qu'elles reviennent, est-ce qu'elles sont bien présentes sur les zones qu'on a débroussaillées? Donc, ce que je disais, c'est que les tendances d'évolution montrent, par exemple, que la proserpine, avec sa plante hôte, l'aristoloche, elle est vraiment bien présente sur les zones, notamment. La question des terrains OLD, des terrains de compensation. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui a été décidé à l'époque dans le dossier de dérogation. C'était en 2017 ou en 2018. Il y a eu des échanges entre services de l'État, bureaux d'études. On peut se poser la question, mais c'est justement le retour sur l'efficacité de mesures de compensation qui nous donnera cette réponse, résultat. Je pense. On va prendre une autre question. Oui. Prenez celui-ci. Oui, bonjour, Julien Barousse, je travaille à la DREAL en unité interdépartementale à Carcassonne. Je m'occupe notamment de l'instruction de dossiers carrière. J'avais une question réglementaire pour savoir à quoi était dû le décalage entre l'autorisation environnementale de la carrière en 2017 et le dossier dérogation espèces protégées en 2019. D'habitude, tout est inclus dans le même arrêté préfectoral, donc vous avez été autorisé à exploiter la carrière, mais il y avait quand même des espèces protégées. Donc c'était ma première question. Et la deuxième question, c'était concernant le suivi des mesures compensation de la séquence ERC. Donc ça fait quasiment 4 ans que vous êtes en train de les mettre en place. Est-ce que vous avez eu des contrôles des services de l'État, que ce soit l'OFB, l'ADREAL, l'inspection? Vous avez un inspecteur DREAL ICPE qui vient sur site. Est-ce qu'il vérifie les mesures ERC? Non.
Pour être tout à fait honnête, on a une inspection DREAL régulière. Et sur cet aspect-là, nous, on envoie un rapport annuel où le rapport des COMED est joint, où ils voient le suivi de nos travaux. Mais on n'a jamais eu de contrôle précis. J'espère que la présentation d'aujourd'hui ne va pas déclencher une avalanche de visites dans les semaines qui viennent. Je les ai vus sortir leur carnet. Hein. Et il y avait une première question. Non, c'est bon? Non, le décalage, alors pour être honnête, j'étais pas là. Je suis arrivée un peu après l'obtention de tous ces arrêtés. Donc, mais on était avant le dossier unique. Il y a eu 2 dossiers de déposés différents. Et donc, voilà. C'est pour ça ce décalage de date. De temps. Très bien. On prend encore une ou 2 questions. Alors, il y en a une ici et il y en a une là. Allez-y, vous avez le micro. Moi, c'est Jean Molina, donc du CSRPN. On a vu que la communication, et ça a été rappelé que dans les mesures, il fallait aussi mettre le SCNP, était importante. Donc j'ai une question qui est, est-ce que toutes les données, je ne les ai pas trouvées sur nos bases de données, les données de Flore, entre autres, elles ont bien été déposées, elles sont peut-être mises à dépôt bio, et elles ne seraient pas redescendues de Paris, ça c'est possible. Deuxième question qui est toujours liée aux données, c'est toutes les mesures de suivi qui sont faites, est-ce qu'elles sont versées avec leur protocole au SCNP? Parce que si on veut regarder l'efficacité des mesures de suivi, enfin, si on veut faire des suivis des mesures qui sont posées, il faut que, et c'est une demande que nous on fait très régulièrement au CSRPN, il faut qu'on ait de la matière pour que des gens puissent se poser des questions sur les protocoles et les résultats. On peut très bien voir apparaître une espèce, dire ouais c'est bien, l'espèce est toujours là. Et en fait on a vu un individu et ça ne veut rien dire. Donc c'est une vraie question de temporalité. Quand est-ce que les données vont être livrées au bout de 5 ans? Vous avez dit, vous avez un plan quinquennal, ou est-ce qu'elles sont livrées régulièrement afin que des scientifiques, pas forcément ceux du CSRPN, mais d'autres scientifiques puissent se poser des vraies questions scientifiques sur l'efficacité des mesures? Je vous laisse répondre. Pour les données d'inventaire, au moment des études d'impact, normalement, on les reverse systématiquement au SCNP. Donc ça, c'est la première question. Alors, est-ce que ces données-là ont été versées à un moment? C'est vrai que je n'ai pas vérifié personnellement. Elles n'y sont pas. Bon. C'est une bonne information. Après, pour les données qu'on obtient et nos protocoles, je ne crois pas que le SCNP demande à récupérer les protocoles, enfin avec les résultats, oui. Non. Excusez-moi, c'est pas une Ouais. accusation. Non. C'est vraiment, à un moment donné, si on veut être efficace dans ces mesures ERC, il faut qu'on ait De la donnée qui remonte. Bah, il faudrait que notre suivi soit transmis à la communauté. Oui, agréger de la donnée au maximum. Alors, on va prendre la... Je souhaitais Allez-y. compléter par rapport aux données du SCNP. Si on rembobine et qu'on se replace dans le calendrier, la publication obligatoire des données d'inventaire, c'est 1er janvier 2018, me semble-t-il, avec un décalage lié au fait que la plateforme n'était pas prête. Et donc, une autorisation délivrée en 2017, les données d'inventaire n'ont pas été publiées. Après, la question se pose des données de suivi. De l'été, il faudra qu'on la règle avec notre bureau d'études. Merci. Alors, je sais que mon rôle est un peu d'être dans la frustration, donc je prends la dernière question. Ça va être court. Noguès Sophie, agricultrice au sud de Béziers. Moi, vous avez parlé à un moment donné qu'il y avait un propriétaire que vous avez conventionné. Ma curiosité, c'est savoir si le propriétaire était agriculteur et la convention qui en découlait. C'est un propriétaire foncier privé. Il y avait un agriculteur avec un bail et il a cédé son bail pour que nous, on puisse faire de la compensation. Il a perçu une indemnité, effectivement. Non, ça par contre, ça reste confidentiel. Et aujourd'hui, on a fait des gros travaux mécaniques d'ouverture sur cette première phase quinquennale. Aujourd'hui, le bilan va nous pousser peut-être à accueillir un exploitant, un berger avec un troupeau. Aujourd'hui, c'est la difficulté qu'on a, c'est que sur le secteur, soit la distance avec notre site et leur site de pâturage est trop importante et donc ils ont pas envie, entre guillemets, de se déplacer parce qu'il faudrait faire un déplacement par camion ou des choses comme ça, ou alors la superficie qu'on mettrait à leur disposition
n'est pas importante. On est quand même sur une zone qui est des bandes très étroites. Et donc, pour eux, à gérer, c'est trop compliqué. Donc voilà, on se pose la question, on voudrait évoluer vers quelque chose de non mécanique, mais aujourd'hui, on ne trouve pas les personnes qui pourraient venir sur nos terrains pour maintenir les espaces ouverts. Je vous en prie, terminez, bien sûr. On finira. Non, c'était pour élargir. Je vais changer de casquette, au-delà de la casquette Lafarge Granula. Lafarge est adhérente de l'UNICEM et je souhaitais porter la connaissance de la CRERCO, la publication en 2020 d'un guide de déclinaison de la séquence ERC en carrière. Guide co-élaboré avec le ministère et ses différents services, CGDD, Direction de l'eau et de la biodiversité. Et donc on espère que il pourra être publié sur le site de la CRERCO, puisque c'est un outil référence pour tous les adhérents, enfin pour tous les exploitants de carrière, puisqu'il est public, et qui sera forcément utile pour la bonne compréhension par les adhérents, mais par les exploitants de carrière, mais aussi par les bureaux d'études qui les accompagnent de ce que doit être une séquence ERC en carrière, qui est une activité assez spécifique. Merci. Si jamais il est en ligne, n'hésitez pas. Il est déjà en ligne sur le site du ministère. N'hésitez pas à faire il est déjà en ligne sur le LinkedIn du CRERCO. Et il est déjà en ligne sur la plateforme Éviter, Réduire, Compenser, pilotée par l'OFB. Mais on espère qu'il y aura le lien qui l'amènera, qui le poussera jusque sur le site de la CRERCO. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup pour la proposition. C'est noté. Alors, on va vous libérer. On va vous remercier de vous être exposé, nous avoir